Valérie Baudouin et Raphaël Jacob sont là pour notre chronique américaine. On va tout de suite passer un extrait de Joe Biden en entrevue hier à l'émission 60 Minutes à CBS. Écoutons M. Biden. I'm confident that Israel is going to act under the rules of war. There's a standards that democratic institutions and countries go by. What happened in Gaza, in my view, is Hamas and the extreme elements of Hamas don't represent all the Palestinian people. And I think that it would be a mistake for Israel to occupy Gaza again. OK, donc dans cette entrevue, il s'attend à ce qu'Israël respecte les règles de la guerre. Il fait la différence entre les Palestiniens et le Hamas et il dit que l'occupation de Gaza ne serait pas une bonne idée. Raphaël, est-ce que c'est nouveau, ça, dans le débat autour des États-Unis et de leur implication dans le conflit? Ça dépend à quelle date on le compare. C'est différent quand on compare aux 24 ou aux 48 premières heures lors desquelles M. Biden était sorti vraiment sans équivoque en disant on appuie Israël, on est de façon complètement résolue derrière Israël. Il n'y avait pas ce genre de nuance-là. En même temps, vous-même, Sébastien, vous utilisiez la semaine dernière à l'émission l'expression « jeu d'équilibriste » pour M. Biden et son équipe. On a eu l'entrevue de M. Biden qui a été diffusée hier soir en soirée. En matinée hier, on avait son conseiller à la Sécurité nationale qui, sans nécessairement utiliser le mot « tergiverser », clairement avait de la difficulté à se positionner parce qu'on lui demandait d'un côté « Est-ce que vous dites aux Israéliens comment mener leurs opérations? » Il était catégorique ou avait l'air d'être catégorique en disant « Non, on ne dit pas et jamais on ne va dire aux Israéliens comment mener leurs opérations, comment mener leur réplique, si on veut. Et en même temps, répéter un petit peu comme M. Biden l'a fait lors du segment qu'on vient d'entendre, que les Américains voulaient que les Israéliens fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour limiter le nombre de civils. Je m'excuse, mais un est difficilement, séparable de l'autre présentement. Et gardons en tête qu'après à peine une semaine, ça mérite d'être dit. On est déjà, selon les données officielles, et évidemment, elles sont imparfaites, on est déjà rendu à un plus grand nombre de civils palestiniens qui seraient morts que d'Israéliens. Est-ce que vous sentez que c'est une tentative d'influencer Israël, Valérie, la déclaration de M. Biden, ou on laisse en effet Israël faire ce qu'elle veut faire? Bien, je pense que c'est clair qu'en Israël, on a regardé cette entrevue. On a peut-être justement donné, je ne veux pas dire que le premier ministre a regardé l'émission en direct, mais quand même, on a donné cette information parce que c'est clair que quand un allié comme les États-Unis passe ses messages, et c'est une façon de le faire. Hein. On n'est pas dans un discours où on est à côté de quelqu'un justement en position d'autorité d'Israël. On n'est pas à côté d'un ambassadeur. On le fait en face d'un journaliste. On peut passer des messages de façon un peu plus subtile. Est-ce que c'est très subtil? Pas vraiment, parce que justement, on le dit directement, ce serait une mauvaise idée de faire ça. On est certain qu'Israël va respecter les lois entourant la guerre et les conflits. Alors, si on y va avec ces certitudes de la bouche de M. Biden, c'est de dire, bien, écoutez, on espère que vous allez le faire, parce que sinon, ça nous met dans une position extrêmement difficile de vous défendre. Et on en parlait la semaine dernière, parce que c'est ça le défi. C'est oui, les États-Unis appuient presque inconditionnellement, et c'est ce qu'ils disent, Israël, mais s'il y a des atrocités qui se passent de l'autre côté et que là, il y a une pression politique qui est plus grande, je pense que ça devient difficile pour les États-Unis de défendre de façon inconditionnelle Israël, surtout si on n'accepte pas à un certain point d'avoir de l'aide humanitaire, que ce soit un corridor, que ce soit de l'eau potable, de l'électricité pour les civils palestiniens. Je ne parle pas bien sûr ici du Hamas, même si le Hamas peut se camoufler là, à travers les civils, on le sait. L'opinion publique, Raphaël, elle se situe où? Juste quelques mots. Elle est divisée et surtout, elle évolue au fil du temps. C'est fascinant. Lorsqu'on compare au début du siècle, du 21e siècle et aujourd'hui, les électorats, là, je ne parle pas des élus, les électorats des deux partis se sont vraiment éloignés l'un de l'autre aux États-Unis. Il y a 20-25 ans, il n'y avait pas une très, très grosse différence. En fait, que vous soyez un électeur républicain ou démocrate, encore une fois, au début du siècle, l'appui à Israël est à peu près le même. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus creusé. Les démocrates, en fait, en pluralité, ont une vision plus négative d'Israël que positive, alors que du côté républicain, on a une vision, en fait, un peu plus positive qu'il y a 25 ans. Donc, même sur cet enjeu-là, il y a davantage de polarisation. Un mot sur la question du Hamas, parce que vous-même, dans votre dernier entretien, celui avec l'ambassadeur de Kharkov, avant qu'on entre ensemble en ondes, Valérie et moi, vous posiez la question par rapport à une possible occupation israélienne de Gaza.
Ce genre de questions-là se pose déjà à Washington et il n'y a pas simplement la question de l'occupation. Il y a la question de qu'est-ce qui arrive, ou tout au moins la question qui devrait être posée par rapport à qu'est-ce qui arrive si jamais on est en mesure de démanteler le Hamas, c'est-à-dire quelle est la suite des choses. Et aux États-Unis, on devrait avoir appris notre leçon. Regardez l'Irak, regardez la Libye, regardez même la Syrie. On avait des partisans d'un renversement du régime de Bachar al-Assad qui disaient à peu près n'importe quoi serait mieux que ce dictateur-là, alors que dans les faits, ce n'est pas nécessairement le cas. On aurait pu, par exemple, avoir l'État islamique qui aurait pris le contrôle. Le point étant, dans ce cas-ci, que personne ne peut vous dire avec certitude qu'est-ce qui remplacerait le Hamas, même si on est en mesure de le déloger, ce qui n'est pas nécessairement une tâche facile en premier lieu. Il y a cette considération-là également qui est extrêmement importante. Est-ce que c'est les Israéliens qui gouverneraient la bande de Gaza ou on essaierait de trouver un interlocuteur, le Fatah, l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP ou autre? En effet, bonne question. Valérie, dites-moi ce qui se passe à la Chambre des représentants. Je m'y perds. Est-ce que je comprends que demain, je ne sais pas si à l'heure à laquelle on va se parler, on aura un nouveau président de la Chambre, mais que se passe-t-il? En théorie, il y a un vote demain pour un nouveau président de la Chambre. La semaine dernière, on avait élu à porte close, à majorité simple chez les Républicains, Steve Scalise. Après, on a fait la même chose. Jim Jordan était le deuxième élu en secret aussi. Dans les deux cas, on n'a pas de vote suffisant pour garantir une élection une fois qu'on est dans la Chambre des représentants. Est-ce que Jim Jordan, d'ici à demain, à la même heure, va réussir à convaincre une cinquantaine de républicains de voter pour lui parce qu'on ne peut perdre que 4 républicains pour l'emporter? Est-ce qu'on veut vivre l'humiliation ou peut-être pire qu'a eu Kevin McCarthy en janvier dernier? On verra ce qui se passe, mais c'est une crise sans précédent au Congrès. Et justement, l'aide à Israël est en jeu aussi. Alors, c'est assez critique. OK. Je dois vous laisser là-dessus, mais on s'en reparle demain sans faute. En tout cas, on pense qu'il y aura un nouveau chapitre demain. Merci les amis et bon après-midi. À demain. À demain.